disons que le choix de Foumban, encore que j'ai toujours pensé qu'il n'était peut-être pas nécessaire de spéculer sur ce choix. Mais bon, disons qu'on a quand même un contexte pour bien caler votre question. Foumban, c'est 61. C'est 17 au 21 juillet 61. Et il ne vous échappe pas que à partir du milieu des années 50, avec l'interdiction de l'UPC 55, ça devient extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas... qui prendront les armes, savaient très bien que l'UPC avait une branche armée, la LNKS. Donc, ça se joue comme ça jusqu'à l'indépendance du Cameroun sous administration française, en fait. Et il y a l'autre partie du Cameroun qui, pour la même année et presque la même période, je vous rappelle qu'en février 61, il y a un référendum. De l'autre côté de nos frères qui sont d'expression anglaise et le Northern Cameroun va se rattacher au Nigeria. On connaît l'histoire. Ce qu'Aïdjo a en fait très mal pris. Et j'ai envie de dire qu'il leur a un peu gardé rancune en fait. Dans le projet, quand on se retrouve dans 61 pour Foumban, il s'agit de s'asseoir avec nos frères de l'autre côté du Mungo, des deux rives comme on dit, et de voir comment on peut faire un seul pays, un seul Cameroun. Je fais simple. Bon, maintenant pour le choix de la ville, je crois qu'on pourrait voir deux choses qui sont essentielles. Déjà avant, je vous rappelle que toute la zone, parce que Foumban, on oublie souvent que c'est la région de l'Ouest. C'est quand on parle de l'Ouest, on ne voit que les Bamileke. Il y a les Bamoun. Ça, on l'oublie souvent. Foumban a, j'allais dire, Aïdjo dans le gouvernement qui conforme à partir de 58 avec les Mbida. Parce que quand il remplace Mbida, il a de très bonnes relations avec quelqu'un comme Joy Aruna. Il a de très bonnes relations avec quelqu'un comme le Sultan Sédou, qui sont des gens qui l'accompagnent dans son travail de la structuration du Cameroun en un seul État. On peut voir les choses ainsi. Mais vous avez raison de revenir sur la question parce qu'en réalité, l'Ouest, ce n'était pas de tout repos. Dans des villes comme Bafang, ça tirait encore. C'est-à-dire au moment où on proclame l'indépendance, ici à Yaoundé, là où vous avez l'hôtel de ville, c'est là, là que ça s'était passé à l'époque. Ça tire dans des quartiers comme ça, comme la briqueterie encore. Il y a des gens qui n'acceptent pas parce que l'UPC avait fait son travail, avait sa ligne en disant qu'on nous a volé notre travail. Et effectivement, c'était un projet UPCiste qui consistait à faire d'abord la réunification des deux parties du Cameroun et enfin l'indépendance. Bon, vous savez, l'histoire est quelque chose de têtu et la politique est quelque chose d'extrêmement complexe. Donc, ça tire encore. Vous connaissez le triste épisode du marché Congo, par exemple. Dans le Cameroun, je ne veux pas dire qu'il a en feu, mais il y a une insécurité qui est réelle. Et à l'époque, peut-être vous ne le savez pas, le préfet de la zone, c'est Jean-Marcel Mengueme, à l'ouest, qui fait le travail qu'il a à faire. Et je pense que les notes qu'il fait remonter à Yaoundé confortent les responsables en ce que peut-être Foumban est la ville la moins insécure. Parce que c'est comme ça qu'il faut lire ça, en fait, parce que dans toute la zone, c'était compliqué. Il y avait même des préfets, des gens qui se font assassiner. C'est vraiment très compliqué. Des hauts fonctionnaires de l'administration qu'on étiquette comme des vendus parce qu'ils travaillent avec les blancs, comme on disait. Donc ça tombait. Il y avait de l'insécurité, il y avait le qui-vive, avec les couvre-feux qui sont extrêmement stricts et qui vont même revenir à l'occasion parce qu'on prépare la conférence de Foumban pour essayer de limiter les risques au maximum. Donc moi je pense que... Et puis Foumban traditionnellement était aussi une zone, dit-on, hospitalière. Vous savez qu'il y a quand même le sultan qui règne. Donc c'est un petit pays dans un grand pays et le sultan, quand il parle, on l'écoute. Jusqu'à aujourd'hui, on l'observe d'ailleurs. Donc je pense que c'était la ville la moins... On aurait pu aller au nord aussi, hein, cela dit. C'est la ville dans
dans cet agrégat de l'Ouest, peut-être la moins insécure. Parce que vous avez quelqu'un qui est un vrai leader comme le sultan Seydou. Vous avez des membres du gouvernement comme Joya Aruna qui sont des très très grandes personnalités. Je crois que ça a compté beaucoup. Et ces gens ont certainement beaucoup manœuvré pour que la conférence s'y tienne. Donc, du 17 au 21 juillet, il y aura donc la fameuse conférence de Fumban à laquelle vous faites allusion. Alors là, c'est une question extrêmement complexe, mais nécessaire pour comprendre en fait comment les choses vont et se sont déroulées en fait. Mais je vais mettre quand même un petit bémol dans la formulation de la question que vous me posez parce que c'est vrai, sera abattu, mais l'élément fort, c'est vrai que la mort de c'est pas n'importe quoi quand même. Parce que ça marque pratiquement une rupture extrêmement forte et les conséquences vont se faire sentir pendant de très 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 longues années. Mais l'élément fort en termes de, ça n'engage comme en termes d'analyse politique à faire, c'est surtout le référendum de février. C'est surtout le référendum de février 61, du 11 février. C'est surtout le référendum où l'avenir de ce pays, qu'on va appeler Cameroun, et qu'on appelle déjà Cameroun avec avant, va commencer à se jouer. Moi, c'est la lecture que je fais. Donc, en fait, Fumban est dans le prolongement de ce référendum qui est un échec pour le Cameroun sous l'administration française, en fait, parce que vous aurez une partie de la population qui va partir une fois pour toutes du côté du Nigeria. Et ça avait même été un deuil national à l'époque, parce qu'on a perdu des frères qu'on ne retrouvera plus. Donc moi, je pense surtout que c'est ça l'élément fort. C'est vrai qu'il y a la mort de dans les conditions que nous tous qu'on sait, avec tout ce qui s'en est suivi. Vous savez que les historiens et les chroniqueurs de l'époque vous disent bien que quand la nouvelle est arrivée, qu'on l'a abattu, qu'on l'a enfin eu, on a sablé le champagne. C'est ce qui est écrit, le père de Madame Kalalobe, qui était jeunesse à l'époque, l'a écrit. Donc c'est des choses connues. Et ça montre un peu l'état d'esprit et le climat qui régnait à cette époque-là. Une personnalité comme celle-là qui tombe, normalement, on respecte son adversaire. Quand vous tombez, on vous respecte. Et vous savez très bien les soldats le savent très bien, on ne tire pas dans le dos de quelqu'un. Si vous levez le drapeau blanc, on baisse les armes, etc. etc. Donc ça montre l'atmosphère qui régnait de terreur quasi thermidorienne, hein, comme dans la Révolution française 1789 à l'époque. Donc maintenant, comment les états-majors, pour revenir à votre question. Vous avez d'un côté, en termes de figure de proue, M. Amadou Ahidjo, qui est déjà le président de son pays. Ça, il ne faut pas l'oublier. De l'autre côté, du Southern Cameroun, comme on disait, vous avez M. Foncha. Ce n'est pas Mouna, c'est Foncha. Mouna sera le vice-président d'Ahidjo, tout le monde le sait. Et derrière ces deux grandes personnalités, l'objectif, c'est de fédérer. Si vous voulez très précisément, c'est de se confédérer, en fait. Maintenant, derrière Ahidjo, vous avez des très très hautes personnalités comme les Charles Assalé, qui sera le Premier ministre à la suite d'André-Marie Mida. Gouvernement de 58 et la suite. Vous aurez des gens comme Joya Aruna, justement, qui est, je crois qu'il était l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, quelque chose comme ça. Vous aurez des gens comme le sultan Joya. Enfin, le sultan Seydou, Djimoulou Joya, on dit toujours le sultan Joya, mais ce n'est pas les mêmes personnes en fait. Mais pour se remettre dans le contexte, c'est Seydou, comme on dit, comme on l'appelait, etc. De l'autre côté, derrière M. Foncha, vous avez les Ndele, vous avez les Ngomchwa, vous avez les Namassus Bilé, etc.
Mais pour faire peut-être simple pour ceux qui font des analyses de sociologie politique là-dessus, pour le Southern Cameroun, vous avez le parti qu'on appelle le KNDP, le CNPC, le One Cameroun et les dignitaires traditionnels, les dignitaires et les chefs traditionnels. Dans les deux partis, dont vous avez des hommes politiques, vous avez des représentants de tendances politiques fortes, notamment dans le Southern Cameroun, parce que c'est là où il y a eu, pour moi, le plus grand bouillonnement. Vous savez que cette conférence, pour venir dans le creux de votre question, pour eux, c'est préparé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y a eu des consultations jusqu'à Londres, il y a des consultations au Nigeria, il y a des consultations, j'allais dire au Cameroun, à Bamenda, Mankon. Mais seulement ce qu'on ne dit pas souvent, ce qu'on ne dit pas souvent et qui devrait, à mon sens, être connu et su, et vous allez comprendre pourquoi, c'est que M. Fonja avait été chargé de préparer un projet de constitution, enfin, d'apporter sa contribution sur un projet de constitution, relatif, le projet, à une confédération. Mais pour des raisons que je ne sais pas, on peut seulement spéculer là-dessus, il cachera, je pèse mes mots, ce projet à ses frères. Il cachera ce projet à ses frères. Ce qui fait donc que lors des consultations qu'ils ont à Bamenda ou à Mankon, il ne leur dit pas effectivement ce qui va être l'objet de manière fondamentale de la conférence de Fumban. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. On est en équipe. Moi, je suis le leader, mais je ne vous dis pas exactement ce qui va se jouer à Fumban. Vous savez qu'on va y aller pour qu'on soit un État confédéral avec nos frères qui parlent français. Donc ça se joue à ce niveau. Et ça, c'est le jeu politique, en fait, où, vous savez, la ruse est un élément de stratégie politique. Si vous n'êtes pas rusé, n'allez pas en politique. Ça se prépare donc comme ça. Pour revenir dans la conférence, justement, quand vous lisez les chroniques de l'époque et tout ce qui a été écrit sur l'époque, quelqu'un comme Gomchoua, et même Ndélé, ils vont s'insurger en disant que mais on est venu, c'était pas pour faire un, c'était pour faire deux ensemble en fait. Je caricature. C'était pas pour faire un État, c'était pour faire une confédération. Il est tard. Le projet est sur la table, on dit, étudiez-le et donnez-nous vos réponses. Voilà en fait comment ça s'est passé en réalité. Et dans les équipes, les staffs techniques du Southern Cameroun, ça n'a pas été facile pendant des jours et des nuits parce que ça a bataillé dur. Et malheureusement, les gens, on les met pratiquement devant le fait accompli. Et il y a un élément aussi qu'il faut tenir en compte, c'est que si vous lisez les discours d'ouverture de cette conférence, avec toute la diplomatie et la manipulation qu'on peut imaginer, ce qui est de bonne guerre, puisqu'on est en politique. Les discours de M. Ahidjo, quand vous les lisez bien, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui va échapper à ses frères anglophones. Parce qu'il parle en disant que, bon, on est là aujourd'hui pour faire notre État fédéral avec tout ce que cela induit. Et il est soutenu dans cette initiative par quelqu'un comme Fonja et même Mouna. Mais là, c'était dans les tractations politiques qu'ils avaient eu à faire. Et c'est à Fumban que les Namassus Bilé, que les John Bokwe, que les Ngomchoua, les Ndélé vont découvrir, j'ai envie de dire, la supercherie, et le mot n'est pas très fort. Mais vous êtes devant le fait accompli, dans un contexte où on est pratiquement en situation, comme dirait quelqu'un comme Sartre. Il faut choisir, il faut aller devant. Et malheureusement, ça va passer. Et malheureusement, le projet passera. Et les conséquences, on les vit jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour me résumer, vous avez deux équipes, deux staffs, avec le premier à la tête du Cameroun sous l'administration française, qui est déjà indépendant, 1er janvier 1960, avec à sa tête M. Ahidjo. Et tout le reste. Et il y a les Betayene, il y a les Assalé, il y a les Njoya Aruna et autres. De l'autre côté, vous avez
M. Foncha, qui justement va devenir le premier vice-président de l'État fédéral en fait. Et pour aller même plus loin en termes d'anticipation, vous verrez que messieurs Foncha et Mouna, dans la quête d'Ahidjo pour la construction d'un État fédéral, ont toujours été avec lui pour former un État fédéral et plurilingue, comme on disait à l'époque. Donc la question qu'on l'on pose aujourd'hui, et c'est un vrai débat, c'est que, parce que je vous vois un peu venir, parce que pour la question anglophone justement, elle tire ses origines de ce qui s'est passé à Fumban. Je reviendrai peut-être là-dessus. Ce que je venais de dire tantôt, on peut déduire ça ainsi de manière, j'allais dire, quasi automatique, ou bien de manière logique, puisque je vous dis bien que quelqu'un comme Ndele, quelqu'un comme Gomjoa, n'ont pas accepté ce qu'ils vont découvrir à Fumban, justement, mais qui finira passer par la force des choses, comme on dit. Donc forcément, aujourd'hui, on peut faire cette lecture. Mais pour moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. C'est vrai qu'on peut considérer ça rétrospectivement. Et même au moment où ça se passe comme une sorte de poker menteur ou un marché de dupes, vous prendrez ce que l'expression qui vous arrange. On n'est pas loin de ça, mais on est en politique où c'est justement l'art de faire les marchés de dupes, justement. Or, si vous êtes naïf, et c'est ce que je pense qu'ils l'ont été, vous vous retrouverez dans ce genre de situation. Donc, ceux qui pensent que ça a été une réunion ou ça a été un marché de dupes, c'est une lecture recevable à mon sens. C'est une lecture recevable, mais il faut aller beaucoup plus loin et comprendre que si ça a été un marché de dupes, justement, réussir en l'occurrence, c'est parce que dans l'équipe des hautes personnalités du Southern Cameroun qui viendront à Fumban, il y a des gens qui ont joué un rôle primordial pour que ce soit justement un marché de dupes réussi. Et je vous ai cité Foncha et Mouna, qui Foncha va partir en 90, parce qu'il aura mis très long, enfin il va démissionner en 90, et M. Mouna, je crois c'est 94. Se défaussant en disant que non, à Fumban, on nous avait trompés. C'est le discours qu'ils tiennent de manière fondamentale. Or, quand vous scrutez bien ce qui s'est passé, vous constaterez qu'eux-mêmes ont été partie prenante et ne jouent pas réellement franc jeu quand des années plus tard, se rappelant qu'ils sont maintenant anglophones comme les autres, on nous a dupés. Pourtant, ils ont été des chevilles ouvrières autour de M. Ahidjo pour qui c'est un État fédéral, au lieu d'un État confédéré. C'est ce que je disais tantôt, justement. Il y a la réponse à votre question et dans votre question, justement. Fumban 61, c'est l'acte fondateur, comme on dit. C'est l'acte fondateur de ce que va devenir le pays qui va s'appeler Cameroun, avec toutes les étapes qui se systématisent, République unie, etc. Une, 2 étoiles, 1 étoile et tout ce que vous connaissez. C'est un moment qui fonde, j'allais dire, la nation camerounaise qui met en place ce qui devra devenir la nation camerounaise. Vous savez très bien que à Fumban, justement, les représentants du Southern Cameroun avaient fait des propositions. On a dit qu'il n'y a aucun texte qui ne sortira. Ils ont fait des propositions qui seront très rapidement battues en brèche parce que le vrai projet, c'est de faire un État unitaire, pas un État confédéral. C'est pour ça qu'on parle peut-être de marché de dupes. L'une, je vais vous prendre 2 exemples. Dans leurs propositions, vous allez comprendre. On parle aujourd'hui, puisque dans votre question, j'ai entendu aujourd'hui, on parle de la double nationalité. Savez-vous qu'en 1961, la question de la double nationalité s'était déjà posée, en termes de proposition, par les représentants
des responsables politiques qui étaient du Southern Cameroun, c'est-à-dire anglophone, qui étaient à Fumban. La question de la double nationalité avait déjà été posée en 61. Deuxième exemple, la question des mandats du président de la République. 2. C'était leur proposition. Ça a été battu en marche. Vous voyez que justement, les questions qu'on a aujourd'hui, pas les questions, mais les débats qu'on a aujourd'hui, ce sont ces questions justement. J'allais dire qui remontent à la surface. Entre autres, hein, j'ai pris les 2 exemples qui me semblent les plus percutants quoi, et qui collent un peu à l'actualité sociopolitique interne du Cameroun, avec tous les débats qu'on a aujourd'hui. Vous savez très bien, ça c'est une parenthèse. Lors de la dernière session de l'Assemblée, on a parlé de la question de la double nationalité avec la diaspora. Il y a des discussions au très haut niveau qui concernent la question. En 61, on y était. Mais justement, puisque ceux qui mènent le jeu, parce que la politique était un jeu, ceux qui mènent le jeu politique, qui sont Ahidjo d'un côté et ses lieutenants, et de l'autre, Foncha et Mouna, leur objectif n'était pas celui-là. Donc ces propositions, entre autres, seront battues en brèche. Et vous constatez donc que et le Cameroun a été géré comme il a pu être géré, etc. Il y a la réunification en octobre 61. Et puis, c'est la marche vers l'unité, avec toutes les péripéties qu'on peut imaginer. Je vous rappelle que jusqu'en 71, il y a quand même toujours de l'insécurité, encore jusqu'à la condamnation de M. Ernest Ouandié. Ce n'est pas... On ne fait pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi, on ne marche pas n'importe comment, on fait attention à ce qu'on dit. Il y a des noms que vous connaissez qu'on ne peut pas se permettre de prononcer. Et même tard après, il y a beaucoup de ces noms qui sont des noms de responsables UPCistes qu'on ne prononce pas n'importe comment. Donc jusque-là, ça continuait. Et j'avais oublié de vous dire, pour la première question concernant le choix de Fumban, et vous avez raison de mettre un bémol là-dessus. Vous savez, le secrétaire particulier de M. le Sultan Sédou était un épiciste convaincu. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est-à-dire qu'il a été, oui, il a été, j'allais dire comme on dit aujourd'hui, endoctriné par Moumié. Vous savez que Moumié est ressortissant de la même zone, il est Bamoun comme eux. Et avec l'entre-gens qu'on lui connaît, il a réussi à le mettre de son côté. Oui, oui. Et la question s'est posée en fait. Parce que là, on a peur. Je vous ai dit qu'il y avait encore un climat totalement d'insécurité, enfin pas totalement, mais d'insécurité assez préoccupante. C'est vrai que l'armée française et tout ça, on essaie de gérer. Donc, ça s'est géré comme ça a pu se gérer. Pour revenir donc à votre question, les questions ont été posées. Nos frères anglophones de cette zone ont fait des propositions. C'était un peu... ils jouaient leur va-tout. Une fois qu'ils ont compris qu'on est dans le marché des dupes, et je prends dans votre mot, ils ont fait ces propositions et je vous en ai pris 2. La question de la double nationalité, on en parle aujourd'hui. En 61, ils avaient posé ça sur la table. La question des mandats présidentiels, c'était 2. Bon, on a pensé que, compte tenu de la tradition institutionnelle politique dans laquelle on va s'engouffrer, on n'a pas besoin de ça. Et c'est passé comme ça, Ahidjo a fait ce qu'il fallait avec ceux qui le supportaient. Et c'est passé. Et ainsi, le Cameroun s'est inscrit dans une trajectoire qui a, j'allais dire, qui a mis, à travers le jeu des transactions politiques souterraines et autres, certains de ses propres fils en marge de la marche de l'histoire, pour dire ça de manière politique. Et c'est comme ça qu'on va évoluer jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des questions que vous savez dans cette zone où ceux qui auraient dû peser de tout leur poids pour que les choses ne soient pas ainsi, ne l'ont pas fait pour des raisons qui leur sont propres et que je ne connais pas. On analyse les faits, tout simplement. On essaie de faire comprendre à leurs frères, des années après, que nous, on est marginalisés. Mais quand vous observez très bien, tous ceux qui ont été, je n'irai pas jusqu'à dire à la solde d'Ahidjo, ce serait insultant, parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte, en fait. Tous ceux qui ont épousé la cause, entre guillemets, c'est-à-dire que la démarche politique d'Ahidjo, ne sont pas ceux qui ont souffert le plus. Hein. On connaît l'histoire de leur famille, l'opulence, et tout ce que vous voulez. Alors aujourd'hui, on vous fait comprendre que non,
on est marginalisé et tout. Et bon, aujourd'hui, vous connaissez la question anglophone, on pourra éventuellement en discuter une autre fois. C'est la politique. Si j'avais à le dire en un mot, je dirais c'est la politique. L'acteur dans son système, comme disent certains spécialistes de cette discipline. Vous savez, la politique, c'est, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un jeu de dupes, mais il faut savoir en réalité ce que vous y gagnez quand vous vous y investissez. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où vous avez cité les deux noms, 90 et je crois 96, quand il démissionne officiellement en disant je suis plus là et tout, je vous rappelle que l'UNC, l'Union nationale du Cameroun, 1er septembre 66, on est toujours dans la mouvance de 61 parce que justement, septembre 66, le premier, c'est aussi un moment fondateur où vous avez des partis qui vont s'agréger en un seul, justement dans la perspective de l'État unique fédéral. Donc ça n'a pas été le hasard en réalité, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Tout avait été savamment pensé. C'est ça la politique justement. Et là où je voulais en venir, c'est que à l'UNC, vous avez pour vice-président John Goufodia, jusqu'à la fin, quoi. Et vous avez comme un des piliers du comité central, Salomon Tandemouné. Vous voyez? Donc, à chaque étape, vous allez les retrouver. Et ce n'est pas le fait du hasard. Ça ne peut pas être le fait du hasard. C'est-à-dire que la répétition de la pérennité de leur présence, l'effectivité de leur présence, à chaque moment stratégique, à chaque étape stratégique, à chaque acte fondateur, ça ne peut pas être le fait du hasard. Donc maintenant, comme vous dites, ils retournent leur veste. Bon, je ne dirais peut-être pas ça ainsi, qu'ils ont retourné leur veste. On analyse froidement, on constate qu'ils vont partir après en avoir joui. C'est aussi simple que ça, il n'y a même pas de débat là-dessus. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça que l'histoire, tout au moins de ce pays, à ce niveau, doit être écrite par de vrais spécialistes, en fait. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Ce qui ne veut pas dire que les historiens n'ont pas de parti pris, non. On a tous des sensibilités, etc. Mais il faut pouvoir être un historien, un professionnel pour pouvoir l'écrire sans pathos. Et c'est ça, c'est un grand enjeu en fait, parce que c'est très difficile de le faire sans pathos. Vous avez vu lors de j'ai fait un grand écart, la conférence dernièrement, on parlait des congrès sur la question anglophone, le grand dialogue national. Vous avez vu comment c'était extrêmement difficile de tomber d'accord sur des points. Des fois, vous êtes tous d'accord. Enfin, fondamentalement, vous partagez la même idée, mais ce n'est pas évident parce que les gens ne s'écoutent pas toujours. Ouais, c'est très, très difficile. Il faudra écrire dessus. Il faut voir les choses très froidement. Ils ont retourné leur veste. Je ne pense pas. Ils ont mal assumé seulement. Quand vous dites retourner leur veste, je ne dirais pas les choses ainsi. Je pense qu'ils n'ont pas eu le courage d'assumer jusqu'à la fin. Moi, c'est comme ça que j'écrirai la chose. Ils n'ont pas le courage d'assumer jusqu'à la fin. Et il faut en tirer justement toutes les conséquences.